Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 17 juin 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue, Larry. Je suis de retour, un peu forcé, mais au moins t'as mis une chemise. C'est bien, bravo. Tu sais, juste en passant, j'ai fait plusieurs autres podcasts aujourd'hui. J'en ai fait un avec un gars qui s'appelle Miroslav, en République tchèque. Lui aussi portait une chemise et il t'a cité comme source d'inspiration. D'accord, il voulait faire comme Nima. Et puis j'ai fait Jim Wilde, et lui aussi portait une chemise. Donc voilà, j'ai une tradition maintenant. Et tu passes à l'action, Faux. Je suis une influenceuse. Une influenceuse. Oui. Laisse-moi commencer, Larry, par cette dernière nouvelle. La Maison-Blanche, avec les Américains et les Iraniens, vient de publier le protocole d'accord en 14 points. C'est tout récent, ça vient de sortir il y a quelques minutes à peine. Alors, commençons par le premier point de ce document. Il dit que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés dans la guerre actuelle déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Ils s'engagent, à partir de maintenant, à ne pas initier de guerre ni d'opérations militaires les uns contre les autres, et à s'abstenir de toute menace ou usage de la force entre eux, tout en garantissant l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Le texte est, à mon avis, très complet. Et tu vois, les Israéliens réagissent de façon assez extrême. L'un d'eux vient d'écrire à l'instant que son nom et sa mémoire soient effacés à jamais. Trump, le plus grand ennemi des Juifs de cette génération. Dans un des commentaires, je sais que les sionistes pensaient l'avoir acheté, qu'il leur appartenait. J'imagine que ça élimine tout soupçon selon lequel ils auraient eu de quoi le faire chanter. Parce que s'ils avaient eu quelque chose, ce serait déjà sorti. Ils n'auraient pas attendu. Mais vous voyez, ce qui est vraiment important ici, c'est qu'en gros, ce paragraphe donne à l'Iran le droit d'attaquer Israël si celui-ci poursuit ses attaques au Liban. Vous comprenez? Oui, exactement. Parce qu'il est écrit « Cessation des opérations militaires sur tous les fronts et ne pas mener de guerre ni d'opérations militaires l'un contre l'autre. » Donc tant que l'Iran ne frappe pas de cibles militaires américaines, le texte dit qu'il faut garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Et ça, c'est en signant ça, ils affirment en fait que l'Iran a désormais le droit d'aider à garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Ah là, franchement, on devrait entendre des explosions partout en Israël. Pas des bombes, non. Des têtes qui explosent. Ils n'en reviennent pas d'avoir cru qu'ils tenaient Donald Trump en laisse. Eh bien non, il a réussi à s'échapper. Oui, l'un de ces sionistes. Le commentaire dit que la première section parle du retrait israélien du Liban. Et c'est la toute première section. Je pense que d'une certaine manière, même sans mentionner explicitement le retrait du Liban, ça pousse Israël à se retirer. Parce que s'il reste là-bas, il y aura forcément une forme de confrontation. Et ensuite, ce sera la réponse de l'Iran. Vous pensez que d'une certaine façon, ça pousse Israël à quitter le Liban? Oui. Parce que si, allons jusqu'au bout du scénario, l'Iran dira « On a signé un accord, toi et nous aidons ». Ils vont appeler Trump « Don »,« Head on, mon vieux ». Tu sais, on a tous les deux convenu de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Israël viole cet accord. Donc on va riposter. Et quand on attaquera Israël, tu ne pourras pas nous attaquer parce que tu viens de t'engager à ne pas lancer de guerre ni d'opération militaire contre nous. Tant qu'on ne t'attaque pas, tu ne nous attaques pas. Du coup, Israël se retrouve pris entre le marteau et l'enclume.
Oui, aujourd'hui on a eu 2 responsables israéliens dans de petites interviews qui disaient qu'ils n'allaient pas se retirer du Liban. Je ne sais pas s'ils vont vraiment y rester. Disons qu'ils veulent y rester. Dans ce cas, il y aura forcément une forme de confrontation, parce qu'on ne peut pas rester là-bas sans qu'il y ait un affrontement d'une manière ou d'une autre. Et hier soir, tu te souviens, le journal Al-Akhbar au Liban rapportait qu'il y avait un important retrait des forces israéliennes de Qiyam et qu'elles se déplaçaient vers le sud du Liban. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie de la part d'Israël? Ou bien est-ce qu'ils estiment devoir se concentrer davantage sur le sud du Liban? Parce qu'en ce moment, ils sont trop dispersés sur le territoire libanais. Et si quelque chose se passe, je suis sûr que l'Iran réagirait à une attaque israélienne sur Beyrouth. Mais qu'en est-il du sud du Liban? Et si quelque chose se produisait là-bas? Dans cet accord, il n'est pas écrit Beyrouth, n'est-ce pas? Il est écrit Liban. Oui, c'est ça, hein? Il est écrit qu'il n'y a pas de Beyrouth dans le document. Oui. Donc le Liban comprend la partie sud du pays. Et maintenant, en fait, selon cet accord, les États-Unis donnent à l'Iran... Attendez, je suis sidéré, vraiment sidéré. Mais ce que ça veut dire, c'est que les États-Unis ont, en pratique, accordé à l'Iran l'autorisation d'attaquer Israël si Israël poursuit une quelconque opération militaire au Liban. Passons au deuxième point, Larry. Les États-Unis et l'Iran s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre et à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre. En gros, je pense que ce point a été poussé par les Iraniens à cause de ce qu'Israël et les États-Unis ont essayé de faire avant la guerre, pendant la guerre et après l'annonce du cessez-le-feu. Comme on en a parlé aujourd'hui, ils frappaient simplement des cibles au Kurdistan irakien. Ils détruisaient tout là-bas. Et ça reste une préoccupation majeure pour les Iraniens, ce que les États-Unis, la CIA et le Mossad essaient de faire avec le Kurdistan irakien. Oui, non, je suis d'accord. Maintenant, on va voir si, tu sais, ils peuvent refiler ça au Mossad. La CIA peut dire, d'accord, on doit se retirer, mais on va laisser le Mossad s'en charger. Ça pourrait être une option. Oui, mais voilà le point quand ils en parlent. Si l'Iran dit, vous savez, que les États-Unis ne respectent pas ce deuxième point et qu'ils font quelque chose en... je ne sais pas trop quoi. Vous avez entendu parler de la Turquie? Parce que les Israéliens disent qu'ils ont essayé de faire une manipulation au Kurdistan irakien quand la guerre a commencé. Mais la Turquie est intervenue et a dit « Non, vous n'allez pas manipuler le peuple turc dans ces régions. » Ça ramènerait le problème en Turquie aussi. C'est bien ce qui s'est passé, ou vous pensez que c'était surtout les forces iraniennes qui frappaient des cibles au Kurdistan irakien. C'est pour ça qu'ils ont pu éviter une sorte d'incursion ou même une invasion de l'Iran depuis cette frontière. Eh bien, je ne suis pas sûr que les Kurdes soient vraiment enthousiastes à l'idée d'envahir, pour commencer. Donc, quel que soit le groupe rassemblé là-haut et que l'Iran attaque, je pars du principe que c'est un groupe formé par la CIA et qu'ils étaient en train d'être préparés à entrer en Iran pour y organiser d'autres groupes et lancer une insurrection. Donc, troisièmement, les États-Unis et l'Iran s'engagent à négocier et à conclure l'accord final dans un délai maximum de 60 jours. Il est précisé que ce délai peut être prolongé d'un commun accord. Autrement dit, ils peuvent le prolonger, mais on sait bien que ça ne se fera pas en 60 jours. eh bien, négocier.
Quoi? Conclure l'accord final, l'accord final. Quel accord final? C'est bien la question. C'est flou, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. C'est pas clairement défini. Oui, Donc, il y a eu certains avantages à rester aveugle. j'imagine que pour l'administration Trump, l'accord final, ce serait le programme nucléaire iranien. Parce que rien d'autre n'a vraiment été mis sur la table. Rien sur les missiles iraniens, rien sur les groupes qu'ils soutiennent, comme ils les appellent, dans tous ces pays. Rien de tout ça. Et aujourd'hui, Donald Trump a été interrogé sur les missiles iraniens. Il a répondu « C'est quoi ça ?» Le journaliste lui a rappelé « Avant d'attaquer l'Iran, vous aviez dit que vous alliez détruire leur capacité de production de missiles et de drones. » Et Donald Trump a répondu « J'ai détruit 85% de leurs missiles. » Donc selon lui, ils ne sont pas si puissants que ça, vu leurs missiles. Mais quand l'Arabie saoudite possède les mêmes types de missiles, comment pourrait-il dire à l'Iran « Vous n'avez pas le droit d'en avoir » Et qui a donné ces missiles à l'Arabie saoudite? Eh bien, c'est nous. Oui. Oui, Écoutez, il n'y a pas de... Enfin, vouloir absolument insister sur la logique, la raison, la cohérence, laissez tomber. Il faut revenir à la question de base. Pourquoi Donald Trump est-il maintenant prêt à conclure cet accord, prêt à accepter en gros le document que l'Iran lui a présenté le 8 ou le 15 avril? Mais il y a 2 mois, plus de 2 mois même. Pourquoi pas à ce moment-là? Il y a quelque chose qui n'est pas dit publiquement et qui motive tout ça. Et moi, je pense qu'ils ont compris, en privé, que l'économie va s'effondrer s'ils ne font rien pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais là encore, c'est une sorte de faux espoir, parce que, vous savez, même s'ils signent demain et qu'on se dit « super, tout va mieux », la première chose à faire, c'est de nettoyer le golfe Persique de ses mines. Sinon, je ne pense pas que la plupart des navires vont prendre la mer, les pétroliers notamment, parce que les compagnies d'assurance ne les couvriront pas tant qu'il y aura des mines qui flottent dans le golfe Persique. C'est la première chose. Et d'après un témoignage devant le Congrès en avril, le Pentagone a indiqué qu'il pourrait falloir jusqu'à 6 mois pour éliminer toutes les mines. Donc forcément, il va y avoir un retard avant que, disons, le golfe Persique soit de nouveau opérationnel. Ensuite, il y a la question des dégâts subis par les infrastructures pétrolières et gazières. On sait qu'il y a eu d'importants dommages au Qatar. On ne sait pas encore à quel point la situation est grave en Arabie saoudite. oui. Voici la question que tu as soulevée, je crois, aujourd'hui, Pepe Escobar. J'ai parlé avec Pepe, il est passé dans mon émission. Voici ce qu'il a dit en réponse à ta question, Larry. Laisse-moi juste le retrouver. Oui, Tu veux savoir ce que Pepe a dit? c'est un très long email avec beaucoup de détails. Mais en gros, si je peux, et d'ailleurs je vous le dis en exclusivité ici dans votre émission, c'est une info toute fraîche, j'ai pas encore eu le temps de tout digérer, mais ce que je peux vous dire à vous et à nos auditeurs, c'est que ça concerne une période estimée à 60 jours, à partir du 15 juin. Donc ça veut dire lundi dernier. Il s'agit d'une évaluation des risques sur la consommation de pétrole et les réserves stratégiques des États-Unis. Et Trump a eu accès à ces chiffres. Quand il les a vus, il a été complètement terrifié. Parce qu'en gros, ils indiquent qu'à la mi-août, donc dans 2 mois, on atteindrait un niveau d'urgence. Ils ne pourraient plus puiser dans leurs réserves stratégiques. Et ce déficit mondial provisionné en pétrole serait immédiatement multiplié par millions de barils, ce qui provoquerait une crise mondiale même en brun-août, en plein été.
Je vais devoir examiner tout ça en détail et ensuite, je vais sans doute écrire quelque chose à ce sujet. Lors de notre prochaine réunion, on en parlera plus en profondeur. C'est une information extrêmement importante et très peu de gens y ont accès. Je n'ai pas vu Bloomberg ou le Financial Times en parler, en tout cas pas encore. Donc voilà. Il a eu les chiffres et il a dit que dans 2 mois, tout le monde serait complètement foutu. L'économie mondiale serait foutue. Ça veut dire qu'il faut relancer le flux de pétrole immédiatement, comme si c'était pour hier. Et ce serait la principale raison du protocole d'accord. Ce scénario-là me paraît bien meilleur que celui où, au final, les Iraniens les auraient convaincus en disant qu'ils allaient bombarder Israël. Oui, à mon avis, il a vraiment assuré. Oui, non, je suis d'accord aussi. Tu sais, j'ai écrit un article il y a 2 jours en expliquant que la réserve stratégique de pétrole, en gros, si les États-Unis devaient compter uniquement dessus, sans aucune autre source de pétrole, elle ne tiendrait que 20 jours. Et ça, c'était en partant du principe qu'il y avait environ 360 millions de barils. Mais en fait, j'ai vu que le chiffre réel, au 5 juin, était déjà tombé à 349 millions de barils. Donc très probablement, on est peut-être déjà autour de 320. Alors si on consomme 20 millions de barils par jour, ça fait 16 jours, à peine 2 semaines de réserve. Donc voilà, j'ai vu ça d'un point de vue analytique, et en plus maintenant Pepe a trouvé la source. Oui. Larry, le 4e point, c'est le suivant. Dès la signature, les États-Unis commenceront à lever leur blocus naval et toute perturbation ou entrave contre l'Iran et mettront complètement fin au blocus naval dans un délai de 30 jours. Je pense que ce blocus naval n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus rien de ce blocus, du moins d'après ce qu'on entend du côté iranien. Pendant cette période, le trafic maritime sera proportionnel au niveau de trafic d'avant-guerre que l'Iran rétablit. Les États-Unis s'engagent aussi à retirer leurs forces des zones proches de l'Iran dans un délai de 30 jours. Et là, il est réveillé, on dirait. Je ne sais pas, quand il parle des forces américaines, de quoi parle-t-il exactement? Des forces américaines dans les bases ou de celles qui étaient dans les bases des pays du Golfe? Ou bien, parle-t-il des nouvelles forces déployées dans la région, vous savez, avec les destroyers, toutes ces forces envoyées récemment? Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Eh bien, je pense que ça veut dire les forces américaines au Koweït, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Mais attention, beaucoup de ces troupes ont déjà été retirées. Vous voyez ce que je veux dire? À cause des attaques qui ont eu lieu sur ces bases. Donc il n'y a plus de troupes américaines là-bas. Par exemple, au quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, il reste peut-être juste une présence symbolique. Quelques personnes, mais pas beaucoup. En fait, c'est déjà devenu une réalité de fait, au moins dans certains de ces pays. Oui. Le point numéro 5 est très important, parce qu'il concerne le détroit d'Ormuz. Dès la signature de ce protocole d'accord, l'Iran prendra des dispositions en faisant tout son possible pour assurer le passage sûr des navires commerciaux, sans frais, pendant 60 jours, entre le golfe Persique et la mer d'Oman, et dans les 2 sens. Le trafic commercial reprendra immédiatement, en tenant compte de la nécessité de lever les obstacles techniques et militaires, ainsi que du minage effectué par la République islamique d'Iran. Ça ne dit pas que les États-Unis ou les Européens, parce qu'aujourd'hui, on a demandé à Donald Trump ce qu'il pensait des Européens, s'ils allaient participer. Il a répondu « J'ai pas besoin d'eux, mais s'ils veulent le faire, ils sont les bienvenus. » Mais pour l'instant, le texte parle uniquement de l'exploitation par la République islamique d'Iran.
Dans un délai de 30 jours, l'Iran doit engager un dialogue avec Oman pour définir la future administration et les services maritimes dans le détroit d'Ormuz. En gros, il parle du péage, enfin pas d'un système de péage, mais de ce système de redevance dont l'Iran parle depuis un moment. Et ce système doit entrer en vigueur dans 60 jours. Eh bien, il faut comprendre que ça veut dire seulement 2 mois. Maintenant, combien de navires vont vraiment entrer et sortir du Golfe pendant ces 60 jours? À mon avis, très très peu. Pourquoi? Parce que l'opération de déminage n'est pas terminée. Cette opération pourrait peut-être être bouclée en 2 mois, mais le département de la Défense, ou le ministère de la Guerre, comme on disait, parlait plutôt de 6 mois. Donc c'est intéressant. En gros, l'Iran ne toucherait de toute façon aucun revenu pendant cette période. Je pense que c'est un calcul. Ils ont accepté un délai symbolique de 60 jours. D'accord, on ne prend pas d'argent. Mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu grand monde à qui en prendre, de toute façon, pendant ce laps de temps. Oui, voilà ces 300 milliards de dollars. Les États-Unis s'engagent avec leurs partenaires régionaux, en gros on parle des pays du Conseil de coopération du Golfe, à élaborer un plan définitif, approuvé par toutes les parties, d'au moins 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement économique de la République islamique d'Iran, dans le cadre d'un accord final. Oui, il n'y a aucune précision disant que l'Iran recevra cet argent avant la signature, au moment de la signature ou après la signature. Le texte dit simplement « dans le cadre d'un accord final ». C'est encore une formulation assez vague, et il y a beaucoup de détails à examiner dans ces points. Je ne sais pas, parce qu'on peut avoir différentes interprétations de ces éléments. Non, je suis d'accord. Vous savez, certains de ces points sont volontairement vagues. Ils auront de quoi discuter, c'est sûr. Mais pour ce qui est de la reconstruction et du développement économique, l'Iran pourra toujours exercer son influence pour récupérer de l'argent. Ils sont seulement tenus de ne pas facturer pendant 60 jours. Ça ne veut pas dire qu'ils pourront jamais facturer après, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Après 60 jours, tu vois, il y a une différence, si tu veux être plus précis sur ce point, Larry. Tu regardes le texte iranien, puis le texte américain. L'Iran dit qu'il fera des arrangements pour un passage sûr, sans frais, pendant 60 jours seulement. Ça, c'est la version iranienne. Mais dans la version américaine, il est écrit sans frais pendant 60 jours. Le mot seulement n'y figure pas. Mais je pense qu'au final, si on met les deux versions côte à côte, la différence n'est pas si grande que ça. Non, c'est juste que... pas de frais pendant 60 jours. Ça veut dire pas de frais pendant 60 jours. Oui. Et que vous disiez seulement ou pas, en réalité, d'un point de vue grammatical, seulement est juste un mot dont on n'a pas besoin. Oui, le numéro 7. C'est plutôt une expression familière. Bon, numéro 7, on continue. Allez-y. Allez-y. Vous... Ah, très bien. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à mettre fin à tous les types de sanctions contre la République islamique d'Iran, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, celles du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que toutes les sanctions unilatérales américaines, qu'elles soient primaires ou secondaires, selon un calendrier convenu dans le cadre de l'accord final. La République islamique d'Iran et les États-Unis reconnaissent l'importance fondamentale de la question de la levée des sanctions mentionnées plus haut et expriment leur intention de traiter ces sujets rapidement dans le cadre de négociations visant à parvenir à un accord mutuel.
Oui, Oui, alors, vous savez, il y a des sanctions que le président peut lever, d'autres que le Congrès devra lever, et puis il y a celles que l'ONU lèvera, par exemple à travers une résolution du Conseil de sécurité. oui. Il y a déjà beaucoup de sanctions. D'ailleurs, l'AIEA, le Conseil de sécurité, les sanctions primaires, les sanctions secondaires, tout ça est mentionné dans cette phrase, dans ce paragraphe. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. De toute évidence, l'Iran s'y est mis aussi. Oui, mais quand on regarde la façon dont ils ont rédigé ce document, on voit bien qu'il n'y a rien d'absolu dedans. C'est plutôt, à mon avis, une sorte de chemin vers de vraies négociations. C'est pour ça qu'ils l'ont formulé comme ça. Immunité forfeit. Le premier est vraiment grave. Oui, je crois que tu as raison. C'est très précis et c'est immédiat et permanent. Ce ne sont pas des mots creux, hein. C'est vraiment affirmatif. Oui. Et c'est pareil pour le numéro 8. Donc tu passes au numéro 8. Oui, oui. Le point numéro 8. La République islamique d'Iran réaffirme qu'elle ne produira ni ne développera d'armes nucléaires. Les États-Unis et l'Iran sont convenus de régler la question des stocks de matières enrichies selon un mécanisme qui sera défini d'un commun accord, conformément au calendrier mentionné au paragraphe 7. Dans ce paragraphe 7, le calendrier dépend des sanctions, de la manière dont elles sont levées. Vous voyez, le 8 dépend du 7, c'est-à-dire des sanctions. Celles de l'AIEA, du Conseil de sécurité de l'ONU, les sanctions primaires et secondaires. Tout est lié à ça. Et selon le calendrier du paragraphe 7, la méthode minimale prévue consiste à diluer sur place, sous la supervision de l'AIEA. Les deux parties ont aussi convenu de discuter de la question de l'enrichissement et d'autres sujets liés aux besoins nucléaires de l'Iran, sur lesquels elles se mettront d'accord. Donc, ils vont diluer l'uranium enrichi iranien en Iran, pas à l'extérieur du pays. Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Oui, enfin, c'est encore une concession importante de la part des États-Unis. Comme on l'a vu, il y a des gens en Iran qui se plaignent. Ils ont le sentiment que Washington les a trahis. Les sionistes et les néoconservateurs, eux, pensent clairement que Trump les a trahis. Donc quand on voit ce genre de réaction des deux côtés, ça montre que cet accord a peut-être du poids, qu'il est peut-être vraiment solide. Et cette clause en particulier, je pense, c'est à la substance. Oui, oui. Et ça dépend du point numéro 7, qui concerne les sanctions iraniennes contre l'Iran. C'est important, ces deux points sont liés. Et le point numéro 9, en attendant l'accord final, prévoit que les États-Unis et l'Iran s'engagent à maintenir le statu quo. L'Iran gardera donc le statu quo actuel de son programme nucléaire. Mais alors c'est quoi exactement le statu quo du programme nucléaire iranien? Depuis le début de la guerre, l'Iran n'a produit aucun uranium enrichi sur son territoire. C'est pour ça qu'ils parlent de statu quo, Larry. Et ça veut dire, d'après ce que je comprends, qu'ils ne produiront pas d'uranium enrichi. Voilà pourquoi ils insistent sur ce statu quo. Et de leur côté, les États-Unis ne mettront pas en place de nouvelles sanctions. Et toute nouvelle sanction sera... Permettez-moi de vous interrompre un instant pour souligner qu'on dirait qu'ils vont simplement repartir de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA. Beaucoup de choses sur lesquelles ils s'étaient déjà mis d'accord à l'époque peuvent facilement être adaptées à ce nouveau cadre. Oui, oui. Et les États-Unis n'imposeront pas de nouvelles sanctions et ne déploieront pas de forces supplémentaires dans la région.
C'est la suite du paragraphe. Et voici le point numéro 10. Les États-Unis s'engagent à ce qu'immédiatement après la signature de ce protocole d'accord, des dérogations aux sanctions soient accordées pour l'exportation du pétrole brut iranien, des produits pétroliers et de leurs dérivés, ainsi que pour tous les services associés, y compris les transactions bancaires, l'assurance, le transport, et ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est important. Oui, oui. C'est vraiment important. Oui. Encore une fois, on accorde immédiatement des dérogations, sans attendre qu'un certain critère soit rempli par l'Iran. Oui, c'est très important, parce que le secteur énergétique de l'économie iranienne a été sous sanction pendant au moins 7 ans. Il ne pouvait rien exporter à cause des sanctions, des transactions, des assurances. Tout ça est lié. Ce n'est pas seulement une question d'envoyer du pétrole ou d'en exporter. Il faut pouvoir faire les transactions, avoir les assurances, le transport, tout ça en même temps. Et pendant cette guerre, beaucoup, ou en tout cas un nombre important de ces pétroliers iraniens ont été touchés à cause du blocus. Je ne sais pas combien exactement. 4 d'entre eux ont été frappés. Tu te souviens? Oui. Eh bien, l'Iran a tiré sur l'un d'eux, et les 3 autres ont fait demi-tour et se sont repliés. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tiré sur les 4, mais ils ont tiré suffisamment pour que les 4 changent de cap. Oui. Voici le point numéro 11. Les États-Unis s'engagent à rendre pleinement disponibles les fonds iraniens gelés et restreints une fois que ce protocole d'accord sera mis en œuvre. Les États-Unis et l'Iran se mettront d'accord, ensemble, sur les procédures liées à la libération de ces fonds pendant les négociations. Ce sera un processus progressif tout au long des discussions. Et tout cela concerne les avoirs iraniens gelés et restreints. Parce qu'il y a 2 types d'avoirs iraniens détenus en Occident. D'un côté, il y a les avoirs gelés, de l'autre, les avoirs restreints. Et c'est extrêmement complexe d'expliquer la différence entre les deux. Exactement. Oui, et voici le numéro 12. L'article 12, c'est purement procédural. Oui, exactement. C'est juste une question administrative. Oui. Et un mécanisme de suivi sera mis en place pour superviser la mise en œuvre du protocole d'accord, ainsi que de l'accord final qui suivra. Et le point numéro 13 précise qu'après la signature de ce protocole d'accord, et sous réserve du début de la mise en œuvre des paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11, les États-Unis et l'Iran entameront des négociations sur l'accord final. Et enfin, le dernier point, ou le dernier paragraphe, indique que l'accord final sera approuvé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Attendez, je vous envoie le lien. Le professeur Marandi va nous rejoindre, Larry, dans un instant. Laissez-moi juste... Oui, il est en train de nous rejoindre maintenant. Et Larry, dis-lui bien que s'il n'a pas la bonne chemise, on ne le laisse pas entrer. Je vais aller voir comment il va. Oui. Je ne sais pas s'il a pu entendre ça, mais bon, voyons voir. Il est seulement 2 heures du matin. Ouais! Ouais! Il vient juste de rentrer chez lui. Il était sorti, et je l'ai appelé. Je lui ai dit qu'il allait. Mais Larry, quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent avec le plan en 14 points, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ton... Parce qu'hier, quand on en parlait, tu disais qu'on ne savait pas ce qui se passait. Et la veille, tu critiquais la façon dont l'Iran permettait que...
Il n'y a aucun calendrier dans ces versions du document. Oui, oui. En ce moment, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non. Je pense qu'ils ont conclu un accord auquel l'Iran peut clairement se rallier. Et le point le plus important, c'est dans le tout premier paragraphe. À mon avis, en ce qui concerne le Liban, c'est vraiment le passage le plus crucial de tout l'accord. C'est un vrai tournant, complètement. Alors, laissez-moi retrouver ça. J'ai fait une comparaison, un peu un avant-après à partir de tout ce qui circulait sur les différents fronts. L'une des différences précédentes, c'était qu'on ne savait pas très bien quelles étaient les conditions pour entamer les négociations. Maintenant, c'est clair d'après ce document. Il y a certaines mesures que les États-Unis doivent prendre, notamment s'engager à lever tous les types de sanctions selon un calendrier convenu dans le cadre de l'accord final. Donc il y a Mais ça, tu sais, le numéro 7, on peut discuter du calendrier. Ah, le voilà. Salut Larry. Oh là là, il n'a même pas mis la chemise. J'avais dit à Nima, s'il ne porte pas la chemise, tu ne le laisses pas entrer. Je crois qu'il me laisse entrer, Barworth. I think he let me on by mistake. Are you guys as shocked by this? Alors, est-ce que vous êtes aussi choqués que moi? Ou bien toi personnellement, est-ce que tu es aussi surpris par la manière dont cet accord, enfin selon mon interprétation de la première clause, c'est ce qu'on pourrait appeler un vrai bouleversement? Parce que d'une part, ça revient en gros à donner à l'Iran la permission d'attaquer Israël si Israël continue de violer l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban sans craindre de représailles américaines. Le texte ne le dit pas comme ça, bien sûr. Ce qu'il dit précisément, c'est que les États-Unis et l'Iran s'engagent ensemble à garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Alors, que se passe-t-il si cette intégrité est violée? Eh bien, la République islamique d'Iran a alors l'obligation d'agir pour protéger cette intégrité territoriale. Et tant qu'elle n'attaque pas les forces américaines, c'est presque comme si on donnait à l'Iran une autorisation directe d'aller contre Israël, si celui-ci reste présent au Liban. Oui, et en gros, ça confirme que les États-Unis considèrent ou acceptent que l'occupation israélienne du Liban est illégitime. Exactement. Je veux dire, rien que ça, c'est énorme. Franchement, je n'aurais jamais cru que l'administration Trump accepterait quelque chose comme ça. C'est à mon avis vraiment remarquable. Oui, professeur Marandi, je crois que vous avez lu le document, le plan en 14 points. Et c'est désormais officiel. Qu'est-ce qui est important dans ce plan en 14 points du point de vue des Iraniens? Je pense que le plus important, c'est que chaque action de l'Iran doit être accompagnée d'une réponse des Américains. En d'autres termes, les États-Unis doivent remplir leurs engagements pour que l'Iran fasse le moindre pas en avant. Donc, sur la question du Liban, tant que ce problème n'est pas réglé, les Iraniens ne bougeront pas. Oui, D'accord. oui. Te voilà, oui. Que ce soit la libération des avoirs de l'Iran, la souveraineté du Liban ou la levée des sanctions, tout ça doit se produire pour que l'Iran réponde en retour. Donc, en ce moment, le blocus a été levé. Les navires iraniens circulent librement, sans être inquiétés. Je crois que ma connexion n'est pas très bonne. Non, c'est bon maintenant. C'est bon. Par exemple, là, les navires iraniens vont et viennent sans harcèlement. Mais toutes ces questions vont désormais être liées aux actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Si les États-Unis ne respectent pas leur part de l'accord,
les Iraniens ne respecteront pas la leur. Et ça va compliquer les choses pour Trump. Parce que je n'ai pas vu l'interview de Trump, mais j'en ai lu un compte-rendu. Je crois qu'il a dit que les réserves d'énergie ou les réserves de pétrole allaient s'épuiser dans quelques semaines. Oui, il a dit ça. Tu as vu l'interview? Non, pas personnellement. Oui, il l'a bien dit. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit oui, exactement la même phrase que toi. On est à quelques semaines, tu sais, d'un marché de l'énergie qui serait, d'une manière ou d'une autre, au bord d'une sorte d'effondrement. Et on est à quelques semaines de problèmes énormes. Il sait très bien que s'il ne respecte pas ses engagements, ces marchés de l'énergie seront très vulnérables. Et dans les semaines à venir, le passage des navires par le détroit d'Ormuz ne sera pas rapide, parce que ça va prendre du temps, à cause des difficultés que rencontrent les compagnies d'assurance et des problèmes liés à la sécurité du détroit. Bref, il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Donc, ce n'est pas comme si tout allait se régler du jour au lendemain, ni que le flux d'énergie ou de marchandises en provenance du détroit d'Ormuz allait revenir à la normale de sitôt. Alors, si les Américains ne respectent pas leurs engagements, les Iraniens n'ont qu'à arrêter ou ralentir le rythme de passage de ces navires, qui, comme je l'ai dit, ne seront de toute façon pas nombreux avant un bon moment. Et cela suffirait à semer le chaos sur le marché. C'est donc un moyen de pression. Les Iraniens disposent d'un levier considérable pour obliger les Américains à tenir leur part du marché. Oui, et je voudrais juste ajouter, comme je l'expliquais à Nima tout à l'heure, qu'ils ont obtenu ces 60 jours pendant lesquels l'Iran va laisser passer les navires gratuitement. Mais en réalité, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de navires qui bougeront, tout simplement parce que les mines dans le golfe Persique n'ont pas encore été retirées. Et si on en croit le Pentagone, ou le dernier témoignage des responsables du département de la Défense devant le Congrès, ils ont dit que ça pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Donc en fait, au début, on pourrait se dire « Ah, l'Iran se prive de 2 mois de revenus ». Mais pas vraiment. Ce sont 2 mois qui peuvent en quelque sorte offrir sans rien perdre à cause de tous les autres facteurs qui entrent en jeu. Oui, parce que le nombre de navires qui vont passer, comme vous l'avez justement souligné, ne sera pas le même qu'en temps normal. Il faudra du temps, et sans doute bien plus que 2 mois, avant que le trafic retrouve le niveau qu'on connaissait avant la guerre. Je peux vous poser une question. Les pétroliers iraniens, qui les assure? Est-ce que c'est le gouvernement iranien qui les assure, ou bien ils naviguent sans assurance? Parce que, selon moi, l'assurance, c'est l'un des facteurs limitants dans l'industrie maritime basée à la City de Londres. Ils ne vont pas laisser ces navires partir tant qu'ils n'auront pas la garantie qu'ils ne risquent pas d'être détruits. Oui, les navires iraniens n'ont pas ce problème. Comme ils sont sous sanction et ne peuvent pas obtenir d'assurance, ce sont les Iraniens eux-mêmes qui les assurent. D'accord. Parce que dimanche soir, j'ai vu ces navires bouger tout de suite. Des pétroliers iraniens qui allaient et venaient. Eh bien, il y a aussi une autre raison. C'est que l'Iran n'a pas encore ouvert ce commerce. L'ouverture de ce commerce est prévue dans quelques jours. Mais professeur Marandi, voici ce que dit le point numéro 10. Les États-Unis s'engagent à ce qu'immédiatement après la signature de ce protocole d'accord, des dérogations aux sanctions soient accordées pour l'exportation du pétrole brut iranien, des produits pétroliers et de leurs dérivés,
ainsi que pour tous les services associés, y compris les transactions bancaires, l'assurance et les services de transport, et ainsi de suite. Donc, d'une certaine manière, dans ce point, ils abordent la question que vous venez de soulever, celle de l'assurance et du transport. Exactement. Ça va rendre le pétrole iranien plus facile à vendre. Ça va aussi faciliter les allers-retours des navires. Et Trump en a besoin lui aussi, parce qu'il veut maintenir le prix du pétrole à un niveau bas. Comme Larry l'a mentionné, à cause des questions d'assurance et d'autres problèmes, beaucoup de ces navires ne seront pas très pressés de traverser rapidement le détroit d'Ormuz. Mais pour les navires iraniens, eux, ils circulent déjà, comme je l'ai dit, parce que le moment pour les autres navires de passer n'est pas encore venu. Et les navires iraniens, eux, n'ont pas les problèmes d'assurance que rencontrent les autres. Pendant toutes ces années, les Iraniens ont continué à faire des allers-retours sans pouvoir ou sans avoir besoin de souscrire une assurance auprès des grandes compagnies internationales. Il faut se rappeler que le marché iranien est largement dominé par la Chine. Quant aux autres navires, ceux dont le pétrole est vendu ailleurs, ils sont peu nombreux et disposent de leurs propres mécanismes pour le faire. Mais encore une fois, pour les navires qui se rendent en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde, il y a de sérieux problèmes à régler avant qu'ils puissent reprendre leur trajet à grande échelle. Permettez-moi, professeur, de vous poser une autre question. Vous disiez qu'on vous abordait dans la rue, enfin, un peu sur le ton de la plaisanterie, mais il y avait beaucoup d'Iraniens en colère qui pensaient que c'était encore une trahison. Est-ce que depuis vous avez rencontré des gens un peu plus calmes qui vous disent « Ah d'accord, finalement, c'est pas aussi grave qu'on le pensait ». Eh bien, vous savez, d'habitude je passe sur les différentes places le soir, chaque soir, mais très brièvement. Et donc, ces 3 ou 4 dernières nuits, j'ai assisté à certaines de ces discussions et à ces critiques. C'est anecdotique, donc je ne peux pas vraiment mesurer quelle part de gens pensent ça, ni quelles sont les proportions. Et je n'ai pas vu de sondage ces derniers jours pour savoir où en est l'opinion. Mais il y a effectivement des personnes qui critiquent les négociateurs en disant que les garanties données par les Américains ne sont pas suffisantes. Mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup dans la rue. Il y a des knavers, Wurgopur Surale. Oui, il a un petit moment de blocage. J'allais juste ajouter à ce qu'il disait. La première clause de cet accord, le tout premier point, est le plus important parce qu'il précise très clairement que les États-Unis ne vont pas attaquer l'Iran, ni utiliser aucune forme de violence contre ce pays. Oui, je pense que l'autre point important, Larry, c'est celui qui concerne le détroit d'Ormuz et la façon dont l'Iran compte le gérer. Même avec les opérations de minage, tout dépendra de l'Iran. Personne d'autre n'ira là-bas pour le faire à sa place, ni pour le détroit. Et ça correspond totalement à la vision iranienne. Nous sommes là, aucun équipement militaire, aucun, tu vois, aucun destroyer, aucun navire de guerre ne passera par le détroit d'Ormuz. Je pense que, pour l'Iran, c'est ça le point final. Oui. Alors c'est important quand même. Et je viens de lire quelques réactions de démocrates et de républicains qui sont, mon Dieu, complètement furieux. Seigneur, pour eux, c'est la fin du monde, littéralement. Ils devraient presque chanter.
the end of the world as we know it, they should be singing. Oui. Le professeur Marandi vient de confirmer que les États-Unis et l'Iran ont signé numériquement le protocole d'accord. C'est bien ça? Parce que c'est ce qu'a rapporté Axios. Oui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères est passé à la télévision, en direct. Avant lui, le docteur Polibov était aussi à l'antenne, et tous les deux ont donné de longues interviews. Le porte-parole du ministère parle encore en ce moment, et il a confirmé que c'était fait. Il a dit que cela devait être signé avant son passage à la télévision. Donc j'en déduis que c'est signé. Hey guys, listen, I'm gonna have Et les amis, écoutez, je vais devoir filer, j'ai un autre rendez-vous. Mais franchement, ça m'embête de quitter un groupe aussi remarquable. Bon, moi aussi, je dois y aller. Je dois partir moi aussi, parce que j'en ai un. On doit tous partir. Très bien, bonne discussion. good discussion. Je vais retrouver le colonel Anthony Aguilar dans environ 3 minutes. J'étais justement avec lui sur Al-Mayadeen il y a quelques heures. Oui, c'est génial. Passe-lui le bonjour de ma part. À bientôt. Salut Larry. Au revoir. À plus. Au revoir.